Hello there. Hey, bonjour tout le monde, c'est Mers. Bienvenue à ce cours à distance pour la semaine numéro 7. Dans ce cours cette semaine, pour le cours de serveur web, ce que je vais faire encore une fois, c'est on est dans les dernières semaines sous Linux. On va encore apprendre quelques trucs qu'on pourrait utiliser dans notre projet web ou non. Ça va être à vous de décider. On va voir quelques petits trucs à gauche et à droite, quelques petites informations, puis je vais vous faire des démos là-dessus. Puis ensuite de ça, je vais vous parler du laboratoire qui va être en ligne cette semaine dans les notes de cours. Les notes de cours, je veux dire, et le laboratoire qui va être en ligne. C'est un nouveau laboratoire qu'il y a à faire, mais il n'est pas tellement long. Je vous donne pas mal le code. Je vous demande simplement de le changer un petit peu. Donc, cette semaine, il y a 2 cours théoriques. Les 2 cours théoriques, je vais les transformer en un cours théorique. Je répète, les 2 cours théoriques, le mardi et le jeudi. Je vais les transformer en un cours théorique. Puis, je vais vous laisser un peu plus de temps pour commencer votre projet. Donc, il va y avoir moins de laboratoires dans les semaines à venir, mais plus de temps pour travailler sur votre projet. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez gérer votre temps et travailler sur votre projet. Je vous rappelle que je suis disponible pour répondre à vos questions. Puis, je vous demanderai aussi de m'envoyer la feuille par Mio, probablement, pour la conception des équipes. Puis, ça va être quoi votre sujet pour que ce soit accepté pour votre projet web d'ici la fin de la session. Donc, on y va. On commence avec le cours d'aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a un paquet de petits éléments que je vais voir. Les notes de cours sont disponibles sur Léa. Donc, vous irez chercher les notes de cours. Comme à l'habitude, je vous fournis le code que je vais faire en démonstration aujourd'hui. Je vais vous le fournir sur Léa dans les notes de cours. Je vais commencer par la librairie GD. Je vais commencer par ce qui est un peu plus complexe. Puis après ça, on va aller vers les petits trucs un peu plus le fun pour des petits trucs qu'on va ajouter à notre code PHP. Donc, la librairie GD, le but, c'était de voir une librairie qu'on peut ajouter dans PHP. Donc, il y en a plusieurs qui existent. Il y en a des dizaines, sinon même des centaines de librairies qu'on peut installer dans notre PHP pour utiliser des fonctions qui ont déjà été programmées par quelqu'un d'autre, puis qui vont pouvoir nous aider à faire quelque chose dans notre code qui serait intéressant. Donc, dans le cadre du cours de serveur web, j'ai décidé d'installer la librairie GD. C'est une librairie graphique. Je ne vous demande pas de devenir des spécialistes de la librairie GD. Par contre, moi, je vais faire une démonstration avec vous autres qui va nous permettre de prendre une image, d'en faire une miniature, de l'enregistrer dans un dossier miniature, puis ensuite de ça, dans une page web, on va afficher les miniatures avec un lien vers la grosse image. Donc, je trouvais que c'est un truc qui est quand même assez le fun dans un site web. Souvent, on ne prend pas conscience qu'on envoie une image sur le serveur. Puis après ça, l'image, souvent, il faut créer une miniature. Puis ensuite de ça, la rendre cliquable pour voir la grande image. Sur plein de sites web, c'est ça. Si vous allez sur Facebook, Instagram, vous envoyez une image, vous ne vous souciez pas de ce qui se passe par après, mais ça prend quand même un programmeur qui a pensé à prendre l'image et d'en créer une miniature. Puis ensuite de ça, la rendre cliquable si vous voulez la voir plein écran. Donc, la librairie GD nous permet de faire ça. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre toujours par cœur, c'est la 2e fois que je le dis, mais le code que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous demande d'essayer de le comprendre. Éventuellement, à l'examen, je ne vous demanderai pas de réécrire ce code-là, mais au moins, si je vous donne des lignes de code, essayez de comprendre ce qui se passe dans ces lignes de code-là. Donc, la librairie GD, première des choses, il faut l'installer. Donc, si vous êtes sous Linux, vous faites tout simplement un apt-get install PHP avec votre version de PHP-GD. Donc, vous autres, ça pourrait être par exemple 7 ou 7.3 ou 7.2-GD. Ça devrait installer la librairie GD. Donc, pour être capable d'utiliser les fonctions de la librairie GD, il faut vraiment qu'elle soit installée. Si vous voulez être certain, allez voir dans votre vieux laboratoire PHP Info. Dans le PHP Info, vous allez y aller par ordre alphabétique et vous allez voir la librairie GD va être installée, comme on a fait avec MySQL. Donc, si vous êtes sur une version de Windows, je l'indique quand même, vous pouvez installer la librairie gd2.so. Donc, ça va être la librairie qui va être installée si vous êtes sous Windows. Vous pouvez aller vérifier aussi dans le php.ini s'il y a la présence de la ligne suivante pour voir si vous avez la bonne version de la librairie GD. Donc, c'est la librairie graphique qu'on va utiliser. Il existe d'autres librairies, comme par exemple une librairie PDF qui permet de créer des PDF avec un fichier texte ou de lire un fichier PDF ou des choses comme ça. Donc, selon ce que vous avez besoin sur votre site web, c'est à vous de faire une recherche pour voir toutes les librairies PHP qui sont disponibles. Donc, aujourd'hui, on y va avec la petite démonstration pour la librairie GD. On va commencer par regarder le code
essayer de comprendre le code, puis ensuite de ça, y aller avec une démonstration pour voir ce que ça fait dans la vraie vie. OK? Donc, première des choses, c'est qu'on va utiliser une fonction. On a la fonction miniature qui est là. C'est ce qui est le plus compliqué à comprendre dans le code. C'est qu'à un moment donné, dans mon code, je vais venir pour afficher une image miniature et je vais appeler la fonction miniature qui, elle, à la volée, va créer une miniature de mon image selon ses dimensions que je vais lui avoir fournies comme paramètre. Puis ensuite de ça, ben, il va afficher la miniature. Donc, là, je ne vous ai pas écrit, j'ai écrit des petits points ici parce qu'on va regarder le code plus en profondeur tout à l'heure. Puis à la fin, on retourne le nom de l'image pour l'afficher comme miniature. Donc, puis après ça, ben, on a un endroit où on appelle la fonction miniature en lui passant les différents paramètres, la source de l'image, puis le nom de l'image. Donc, on regarde le code. Il est un peu petit. Je vais essayer de l'agrandir pour la démonstration. Mon code commence avec la fonction miniature. Donc, la fonction miniature, c'est tout ça ici. Je vais passer par-dessus pour l'instant. Je vais aller directement dans mon code principal. Ça, c'est la fonction miniature. Puis ensuite de ça, ben, on va revenir à la fonction miniature. Donc, j'ai écrit la fonction miniature dans le haut de mon code PHP. Donc, tout ça, c'est du PHP. Donc, je m'en vais à mon code principal qui commence ici avec des balises HTML. Donc, HTML, j'ai le titre, album photo. Ensuite, le body, tout ça, c'est du HTML avec un titre qui s'appelle album photo de Mers. Ensuite de ça, j'ouvre ma balise PHP avec des petits commentaires. Définition des constantes pour le script. Donc, je vais définir quelques constantes que je vais utiliser pour le code qui est présent. Donc, je me crée une variable locale qui s'appelle image_dir dans laquelle je vais mettre photo. Photo, c'est le dossier dans mon répertoire web qui contient mes grosses photos. OK, je répète, photo, c'est un dossier, un répertoire dans mon répertoire web qui contient mes photos. Ensuite, je me déclare une petite variable i qui est égale à 0, une petite variable c qui est égale à 1, parce que je vais compter le nombre de miniatures que j'affiche, puis pour dire, par exemple, j'en affiche 3 par ligne, j'en affiche 4 par ligne, j'en affiche 5 par ligne, puis après ça, je vais remettre le compteur à 0 pour changer de ligne. Je vais tout afficher ça dans un tableau. Donc, c'est pour ça qu'au début ici du code, je fais un echo table border est égal à 0 parce que tout ce que je vais afficher, ça va être dans un tableau, puis j'ai enlevé la bordure. Donc, ça, c'est tout simplement du HTML. Je fais un petit écho parce que je suis dans du code PHP pour afficher mon table border est égal à 0. Ensuite de ça, je fais un open_dir pour ouvrir le répertoire qui contient mes images. Donc, signe de dollar, image_dir, c'est mon dossier que j'ai défini en haut qui contient mon répertoire photo, mon dossier photo. Excusez, j'utilise les vieux termes comme répertoire et dossier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce répertoire-là. Je vais envoyer le lien dans le signe de dollar dossier. Puis ensuite de ça, je vais aller lire dans mon dossier photo, aller chercher la première image. Donc, une fois que j'ai ma première image, ma variable locale i, je vais l'incrémenter de 1 parce que là, je lis ma première image. Donc, je vais compter le nombre d'images que je vais lire pour pouvoir changer de ligne dans mon tableau. Ensuite de ça, j'utilise une fonction qui existe en PHP pour aller chercher les informations sur le chemin qui mène vers ma photo. Donc, le path info, donc le répertoire info, il va aller chercher les informations sur ma première image, ici. Ensuite de ça, string to lower, str to lower. Donc, je vais mettre en minuscule l'extension de ma première photo. Donc, si ma photo, par exemple, c'est une JPEG, le JPG, je vais le mettre en miniature, puis je vais l'envoyer dans ma variable extension. Ensuite de ça, je vais aller chercher le nom de mon image et je vais l'envoyer ici, dans mon dossier image. Donc, je vais avoir l'extension et je vais avoir le nom de mon image pour ma première image. Ensuite de ça, j'ai un switch case qui va vérifier si mon extension, je l'utilise. Donc, il regarde si c'est une JPEG. Si c'est une JPEG, il va aller créer une image from JPEG ici, à partir de l'image JPEG, à partir du nom de l'image, le répertoire qui est photo, il va aller chercher mon image. Puis il va aller chercher les informations image SRC ici à la position de mon image. Si c'est une JPEG, je sors de mon switch case, je fais un break. Si c'est une PNG, je le fais. Si c'est une GIF, je fais la même chose. Si c'est une autre sorte d'image, ça ne fonctionnera pas. Donc là, pour l'instant, j'ai fait le code comme si c'était le premier switch case, une JPEG. Ensuite de ça, ici, c'est le cœur de mon code. Donc, tout ça, c'était de la préparation.
je vais aller vérifier. Sinon, il ne s'agit pas d'une image supportée par notre application. Si c'est une image qui a été trouvée dans le switch case qui est là, mettons c'est une JPEG, if ça a été là-dedans, donc la variable contient quelque chose, is set, ça veut dire si elle existe. Donc, si ça existe, par exemple une JPEG, il va rentrer dans mon if, je fais un autre if, je regarde si mon C est plus grand que 3. Parce que là, pour l'instant, il va compter 1, 2, 3, puis après ça, il va changer de ligne. Donc, si C est plus grand que 3, il rentre à l'intérieur, puis là, je mets 1 dans C pour recommencer une autre ligne. Je fais un echo TR, ça, c'est tout simplement, TR, c'est du code HTML pour changer de ligne. Puis ensuite de ça, je fais un TD pour ouvrir une nouvelle cellule. Puis j'incrémente le C. Donc, c'est tout simplement pour changer de ligne si jamais je suis rendu à plus grand que 3. Ensuite de ça, j'affiche l'image miniature. OK. Là, c'est vraiment le cœur de mon code. C'est ce qu'il y a à comprendre dans mon code, c'est cette ligne-là. Donc, vous avez un printf qu'on n'a pas utilisé beaucoup depuis le début du cours. Au lieu d'utiliser un echo, je vais faire un printf. Un printf, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais vous l'avez vu en C dièse. Ça permet d'envoyer quelque chose à l'écran. Puis ensuite de ça, il passe les paramètres de mes variables. Donc, dans le printf, il va y avoir des variables avec un pourcentage S, pourcentage S, pourcentage S, pourcentage S. Puis à la fin de mon printf, je remplace les pourcentages F par le contenu. Donc, si vous ne comprenez pas très, très bien, fouillez sur Internet comment fonctionne un printf. C'est le cœur de mon code ici. Donc, j'ai un printf qui va envoyer du code HTML qui est un href pour qu'il y ait une référence sur mon image miniature pour qu'elle soit cliquable. Donc, un href, je remplace ça par mon premier pourcentage S. Ensuite de ça, mon deuxième pourcentage S. Target, j'envoie ça dans le dossier photo. Ensuite de ça, je fais afficher l'image miniature que je vais créer. Donc, IMG SRC, dans le dossier mini, le nom de l'image suivi de son extension, point son extension, puis alt, c'est encore une fois du HTML, alternate, miniature générée dynamiquement. Comme ça. On continue ici. Après la virgule, on va avoir le contenu des pourcentages S qui sont là. Premier pourcentage S, deuxième pourcentage S, troisième pourcentage S, quatrième pourcentage S. Donc, le premier pourcentage S, ça va être image dir. Donc, c'est l'endroit où je vais aller chercher ma photo. Ma photo va être dans le dossier, on l'a vu en haut. Image dir va contenir photo. Donc, image dir ici, il contient dossier photo. Donc, dans mon dossier photo, il va y avoir la grosse photo. Ensuite de ça, signe de dollar image, ça va être le nom de mon image. Ça, c'est pour le deuxième S. Ensuite de ça, pour le troisième S qui est ici, l'image que je vais faire afficher en miniature, je vais appeler ma fonction miniature en lui passant l'image source, comme ça, avec le nom de mon image. Comme ça. Donc, j'appelle ma fonction miniature en lui passant 2 paramètres. Cette fonction miniature-là va créer une miniature, puis ensuite de ça, elle va me retourner le nom de ma miniature. Donc, ici, dans le pourcentage S, après avoir créé ma miniature, je vais avoir un nom de miniature qui va aller dans le troisième S qui est là. Puis ensuite de ça, il y a l'extension qui va aller dans le quatrième pourcentage S. Donc, je vais avoir ici, dans l'image source, dans le dossier mini, le nom de ma miniature qui a été créé avec la fonction miniature ici. Puis ensuite de ça, je vais avoir son extension. Bon, si vous aviez bien compris, pas de problème, on va aller voir ce que fait la fonction miniature. Sinon, faites rewind, retournez en arrière, puis réécoutez ce que je viens de dire sur la ligne qui est là, le printf. C'est très important, le printf qui est là, de comprendre ce qui se passe. Perfect. Admettons que c'est fait. On va voir ce que la fonction miniature fait. La fonction miniature va utiliser des fonctions de la librairie GD. Donc ça, c'est dans le haut de mon code. Ma fonction miniature, qui est ici, la fonction miniature reçoit 2 paramètres. Donc, elle reçoit l'image source avec le nom de mon image. Donc, à quel endroit est mon image source? Puis, c'est quoi le nom de mon image? Je me crée 2 petites variables pour définir la largeur de ma miniature et la hauteur de ma miniature. La largeur de ma miniature, ça va être 200 pixels. Puis, la hauteur de ma miniature, ça va être 150 pixels. Ensuite de ça, je regarde, j'ai mis des commentaires dans le code. Donc, vous pouvez toujours lire les commentaires pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quelle taille fait notre image? Est-ce que c'est une image format paysage
ou c'est une image format portrait comme ça. Donc, ça va être important de voir dans quel format est l'image. Donc, il y a une fonction qui me permet d'aller chercher, par exemple, la largeur de mon image. Image SX, je vais chercher mon image à sa source, puis je vais envoyer ici la largeur de mon image. Même chose, j'ai une fonction qui s'appelle image SY qui va aller chercher à ma source la hauteur de mon image. Donc, dans le petit if qui suit, tout ça ici, je vais aller vérifier si la hauteur de mon image est plus grande que ma largeur. Si la hauteur est plus grande que ma largeur, ça veut dire que c'est un format portrait. Sinon, ça veut dire que c'est un format paysage. Donc, le code qui est ici va tout simplement aller vérifier si la hauteur est plus grande que la largeur. Si oui, c'est un format portrait. Je vais créer une miniature en format portrait. Sinon, je vais créer une miniature ici en format paysage. Ensuite de ça, je fais mini image create true color. Selon la largeur et la hauteur, je vais créer une nouvelle image qui va s'appeler signe de dollar mini. Puis, je vais aller mettre ma miniature à l'intérieur. Donc, la fonction, ce qu'elle permet de faire, c'est de créer une nouvelle image. Donc, ce que je disais, c'est que ensuite de ça, il y a une fonction qui va aller mettre dans des variables, dans un tableau, dans une variable qui s'appelle blanc. On va aller chercher la couleur blanc. Le fameux RGB, Red, Green, Blue, 255, 255, 255, ça va donner la couleur blanc. J'envoie ça dans une variable qui s'appelle blanc. Ensuite de ça, je vais créer, juste pour l'affichage soit cool un petit peu, là, une espèce de cadre gris autour de la miniature. C'était juste pour faire un petit peu jouer avec l'image. Donc, on va créer une espèce de variante de gris qui va faire un fondu de gris autour de mon image. Donc, je vais chercher un premier gris, 90, 90, 90, dans l'élément 0 de mon tableau. Après ça, je vais chercher une autre variante de gris, puis je vais chercher comme ça 8 variantes de gris. Donc, je vais faire un encadré autour de mon tableau, de mon petite image miniature, je veux dire, qui va être un variante gris. Le blanc, je vais l'utiliser pour écrire dans ma miniature. On dessine le cadre de ma miniature. C'est une fonction qui existe dans la librairie GD. Image, file, rectangle, qui va dessiner un rectangle. J'envoie comme paramètre, par exemple, ma miniature, mini. Ensuite de ça, la largeur et la hauteur pour dessiner à quel endroit je vais dessiner un petit rectangle, autour de ma miniature. Je fais ça dans une boucle pour aller chercher toutes les sortes de gris. Donc ici, première fois, je vais faire un rectangle avec mon premier gris. Ensuite de ça, je vais faire un rectangle avec mon deuxième gris, mon troisième gris. Ça va faire un petit dégradé de gris autour de mon image. Ensuite de ça, mauvaise traduction ici, on resample, ça veut dire on redimensionne l'image initiale pour créer une copie en miniature. Donc, la fonction de la librairie GD, image copy resampled, va tout simplement refaire une copie, mais selon les coordonnées que je vais lui passer. Donc là, je lui passe les coordonnées pour aller redessiner la grosse image, mais en créer une d'une grandeur différente, donc d'une dimension différente. On va refaire une copie de la grosse image pour en faire une toute petite. Selon les coordonnées que j'ai données en haut, dans le haut de mon code, j'avais dit 200 par 150. On écrit en blanc ensuite de ça le nom et la taille de l'image d'origine. Donc, on peut aller écrire dans une image. Donc, vous avez une fonction de la librairie GD ici qui permet d'aller écrire une chaîne de caractères. Donc, image string, on va aller écrire tout simplement le nom de mon image puis la dimension de mon image en blanc à l'intérieur de ma petite miniature. Ensuite de ça, on enregistre l'image dans le répertoire des miniatures. Donc, image JPEG, on va enregistrer une JPEG, même si c'est une GIF, même si c'est une PNG, on va enregistrer une image miniature JPEG à cet endroit-là, dans le dossier mini, avec le nom de l'image, .jpeg. On fait un return sur le nom de l'image. Ça termine ma fonction miniature. Donc, ma fonction miniature, ce qu'elle va faire ici, c'est que ça va être retourné à la place de l'appel de ma fonction miniature. Ce qui va être retourné ici dans l'appel de ma fonction, ça va être le nom de mon image miniature. Donc, c'est ici, si vous avez bien compris tout à l'heure le printf, il va aller remplacer le troisième pourcentage S de mon printf qui est ici. Donc, ça va être le nom de ma miniature. Puis l'extension, ça va être JPEG.
Donc, le nom de ma miniature dans le dossier mini avec l'extension .jpeg. Puis ça va faire afficher la petite miniature. La petite miniature qu'on vient de créer dans la fonction miniature avec un cadre gris écrit dans la miniature le nom de l'image avec sa dimension. Donc, on va aller faire une petite démonstration dans notre machine virtuelle sous Ubuntu. OK. On y va pour ma petite démonstration. J'ai ouvert ma machine virtuelle sous Ubuntu. Je vais la mettre à plein écran. Run. OK, ma machine Ubuntu est ouverte en plein écran. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va aller voir pour commencer mes fichiers. Dans le dossier var, j'ai mon site web dans le dossier MERS. C'est la racine de ma page web. Ensuite de ça, mes exercices sont dans le dossier PHP. Je vais aller tout simplement, je me suis créé un dossier qui s'appelle chapitre 23, parce que ça venait d'un volume, cet exercice-là. Dans chapitre 23, j'ai un dossier qui s'appelle source, puis j'ai un dossier qui s'appelle source 2. Donc, j'ai 2 exemples pour faire afficher des miniatures selon un dossier photo. Donc, regardez la façon dont je le fais. Vous allez devoir le faire dans votre laboratoire cette semaine. Donc, j'ai un dossier source dans lequel j'ai un dossier mini, j'ai un dossier photo. Très important, dans le dossier mini, il faut donner les droits en écriture parce que mon code va aller écrire dans le dossier mini, va aller créer la petite miniature, puis ensuite de ça, je vais pouvoir les faire afficher. Donc, très important d'aller donner les permissions dans le dossier mini pour être capable de changer, pour être capable d'écrire dans le dossier mini. All right, all right, all right. OK, j'ai eu une petite erreur. On voit ici que pour les autres, création ou suppression de fichiers a été sélectionnée. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir aller écrire avec ma page web dans le dossier mini. Je vais aller détruire ce qu'il y a dans mon dossier mini. Regardez, j'ai déjà un paquet d'images. Je vais aller les effacer pour vous montrer qu'il va les créer. Donc, je supprime dans mon dossier mini toutes les miniatures. Ensuite de ça, dans mon dossier photo, j'ai un paquet de photos ici. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ces photos-là, il va créer des miniatures qu'il va aller afficher dans mon dossier mini, qu'il va enregistrer, je devrais dire, dans mon dossier mini. Puis ensuite de ça, je vais les afficher avec un lien vers la page, vers le dossier photo qui va contenir les grosses images. Donc, si on va voir mon code, c'est le C23-A ici. C'est ma page. Donc, si je regarde ma page, c'est la même chose que vous avez dans vos notes de cours. Donc, si on regarde ici le code, je ne vais pas regarder dans le code, j'ai ma fonction miniature comme je l'ai fait tantôt en détail. J'ai ma fonction miniature. Remarquez ici, c'est 200 par 150 la grosseur de mes miniatures. Je descends ici en bas. C'est le même code. Donc, je vais aller ici, créer mes dossiers de base, puis je vais aller chercher mes images. Ensuite de ça, je vais mettre ça dans une boucle. Et la partie importante, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment mon printf qui est ici, avec l'appel de ma fonction miniature qui va me retourner le nom de ma miniature après l'avoir créée. Donc, si on appelle cette page-là C23-01A.php, on devrait voir la création des miniatures. Donc, juste pour être sûr que ça fonctionne, pour vous montrer que je ne triche pas, je vais dans le dossier mini. Regardez, dans mon dossier mini, présentement, il n'y a rien. Donc, je vais aller dans mon navigateur. Je vais aller ici sur mon album photo 1. Donc, 1, 2, 3, on y va. Normalement, vous allez voir, il y a un petit temps d'attente à l'ouverture de la page parce que mon serveur va être en train de créer les miniatures. Clic. 1, 2, 3. Regardez, même si je suis en local, il y a eu quand même un petit temps d'attente. Puis là, normalement, vous regardez, il a créé des miniatures avec un cadre gris autour, avec une espèce de fondu gris, avec différentes sortes de gris. Puis à l'intérieur, il a écrit le nom de l'image, comme par exemple ici, c'est écrit Grievous 2, puis la dimension de l'image en hauteur et en largeur, donc 1000 par 700. Même chose pour mes autres images, ici, date 1920 par 1080. Donc, avant de cliquer, on peut savoir déjà la dimension de l'image. Je vais aller voir dans mon dossier, ici, regardez dans le dossier mini, il a créé les miniatures. Tantôt, je l'avais vidé.
Puis là, il a créé les miniatures. Donc, regardez, je vais faire encore une fois. Je supprime les miniatures qui sont là. Je viens faire un petit rafraîchissement sur ma page. Je retourne dans mon dossier mini. Regardez, il y a encore une fois, il a créé les miniatures. Donc, il a créé les miniatures et il les a affichées ici. Donc, si je veux aller voir la grosse image, par exemple, si je clique sur Dart, regardez, je vois ma grosse image qui est apparue dans un nouvel onglet, tout simplement. Donc, ça c'est ma grosse image. Je la ferme, puis j'ai une miniature. Pour vous montrer que ça fonctionne, regardez les images qui sont là. On va envoyer une autre image dans mon dossier photo. Comme par magie, si on rafraîchit la page, il devrait créer la miniature de cette nouvelle image-là et l'afficher. Nom de Dieu! OK, on reprend l'exemple. Maintenant, j'ai vidé mon dossier mini. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une image. Je vais aller la copier dans mon dossier photo, une nouvelle image. Donc, ça devrait mettre une nouvelle miniature dans mon dossier mini. Puis ensuite de ça, l'afficher. Donc, imaginons que je suis sur le serveur, j'envoie une photo dans le dossier photo. J'envoie une image, je devrais dire, dans le dossier photo. Ensuite de ça, je n'ai pas rien besoin de faire. Ma programmation va créer une miniature au moment où je vais afficher l'image, la page web, puis ça va se faire automatiquement. Donc, je vais aller, par exemple, ici, dans mon dossier téléchargement. J'ai une image de mignon que je vais copier, que je vais envoyer dans mon dossier photo qui est ici. Donc, coller. Regardez, je mets une image de mignon. Puis là, je fais tout simplement rien, point de vue programmation. Je vais tout simplement rafraîchir ma page. Regardez ce qui va se passer. L'image de mignon est apparue. Et effectivement, il y a un cadre gris autour. Je peux cliquer sur mon image de mignon. Perfect. Et ça fonctionne. On voit ma grosse image. Donc, vous comprenez le principe. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais refaire l'exemple que j'avais fait avec vous autres en classe. C'est que j'avais été sur mon serveur avec mon téléphone cellulaire. Vous vous souvenez, il y a quelques cours, peut-être la 2e ou la 3e semaine, on avait vu comment envoyer un fichier sur le serveur avec la fonction Upload. Donc, mon fameux laboratoire d'Upload que tout le monde dans la classe a fait permettait d'envoyer une image sur le serveur. Donc, je vais prendre une photo avec mon cellulaire, je vais l'envoyer dans le dossier photo sur le serveur, je vais juste rafraîchir ma page par la suite et on devrait voir l'image apparaître. Donc, ça, c'est une démo que j'avais fait. Là, je la fais à distance, ça va peut-être être un peu moins spectaculaire. Donc, je vais passer en mode plein écran pour l'instant. Donc, dans mes notes de cours, je me suis mis un petit dossier démo upload avec les liens vers mon serveur. Donc, je vais aller voir sur mon serveur exactement la même image qui permet de créer des miniatures. Vous voyez, j'avais déjà pris des photos dans les premières sessions, dans les premières semaines de cours. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une nouvelle et je vais l'envoyer. On va faire un petit rafraîchissement, voir si la photo a été envoyée sur mon serveur. Donc, je vais passer en mode plein écran et je vais prendre une photo de mon cellulaire. Bon, je passe en mode plein écran. Je vais prendre mon cellulaire. Normalement, j'ai mis dans mes raccourcis la page Upload. Je vais vous la montrer. OK. Comme ça, je vais l'agrandir un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Mais maintenant, j'ai la page Upload qui se connecte directement sur mon serveur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Sélectionner le fichier. Au moment de sélectionner le fichier, ben, je vais tout simplement prendre une photo. Regardez, il me demande est-ce que je prends un fichier qui est déjà sur le cellulaire ou je vais prendre l'appareil photo. Donc, je vais prendre l'appareil photo qui est ici. Bon, là, vous voyez, je suis en mode appareil photo. Donc, je vais prendre une photo de moi comme ça. Puis, je vais l'envoyer sur le serveur. De l'autre côté, excusez, je suis en mode inversé. Il faut que j'enlève ma main. Je vais prendre une photo. Tentative. 1, 2, 3. Donc, j'ai pris une photo. Cette photo-là, je devrais l'envoyer sur le serveur. Donc, si vous voyez ici, j'ai ma page Upload qu'on a vue au début de la session. Je vais tout simplement l'envoyer sur le serveur ici.
Donc, ça me dit, vous vous souvenez du laboratoire, ça me dit upload du fichier en cours, transmission réussie dans le dossier source. Regardez, chapitre 23, source photo, code d'erreur 0. Donc, ça devrait avoir fonctionné. Donc, on va aller faire un rafraîchissement sur ma page pour voir si ça a fonctionné. Donc, on revient sur ma page ici, écran, album photo. Je viens de me prendre en photo. Normalement, ça devrait avoir envoyé ma photo dans le dossier photo sur le serveur. Donc, si je rafraîchis ma page, il devrait créer une miniature de la photo que je viens de prendre, puis l'insérer dans cette page-là, puis en faire une image cliquable. Donc, je vais faire un petit rafraîchissement de ma page. Oh, regardez, ma photo vient d'apparaître ici. Il a créé une miniature avec le nom de ma photo, puis avec le cadre gris. Puis je peux cliquer sur ma photo. Puis on la voit en gros. C'est pas très élégant, mais en tout cas, ça a fonctionné. Donc, vous voyez, le code qu'on vient de voir nous permet de, à la volée, créer une miniature, l'envoyer dans un dossier mini, puis ensuite de ça, l'afficher avec un lien vers la grosse photo. Donc, si j'étais au Japon, je prends une photo de mon sushi, mettons mon popsicle au sushi, comme j'avais fait comme exemple. Là, je prends une photo, je l'envoie sur mon serveur. Automatiquement, ma page web va créer une miniature. Puis ensuite de ça, ça va être cliquable vers la grosse photo. Donc, ça, c'était la démonstration. Ce que vous allez avoir à faire comme laboratoire, je reviens ici, comme laboratoire, vous allez devoir tout simplement aller sur ce lien-là pour aller voir les photos, OK, sur la première page ou sur l'autre lien. Donc, pour voir la démonstration qui est disponible sur le serveur. Ensuite de ça, en bas de la deuxième page, du deuxième lien, vous faites un clic droit sur le lien qu'il va avoir. Je vais vous fournir le code. Dans le code, par contre, il peut avoir quelques erreurs, mais il est quand même fonctionnel de base. Je vous demande de, sur votre répertoire, créer un dossier photo, créer un dossier mini, amener ce code-là, puis ensuite de ça, utiliser 6 de vos propres photos pour recréer avec la librairie GD les miniatures. OK, là, vous vous dites, waouh, là, il faut que je recode tout ça. Non, je vais quand même vous fournir le code. Regardez, si je clique sur le deuxième lien, regardez, album photo ballon ballet de Mers, vous avez le lien ici, de chez vous. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Ça fonctionne. En bas à gauche, regardez, je tourne ma souris autour. Vous faites un clic droit pour aller chercher le code. Clic droit, comme ça. Je peux cliquer dessus. Regardez, je vais voir le code PHP, la fonction miniature. Ensuite de ça, le code qui me permet de créer ma miniature. Puis ensuite de ça, les afficher avec un lien Ahref. Donc, vous avez tout ce code-là, je vous le fournis. Vous pouvez tout simplement le copier, l'enregistrer, puis le mettre dans votre machine virtuelle. Puis ensuite de ça, le faire fonctionner avec un dossier mini, puis un dossier photo. Ensuite de ça, je vous demande de le modifier un petit peu. Peut-être changer la grosseur des images, peut-être changer le nombre d'images par ligne. Donc, ça vous oblige à comprendre le code, comment il fonctionne pour mettre un nombre d'images par ligne. Donc, si je regarde ici, j'ai 3 images miniatures par ligne. À chaque 3 images, il change de ligne. Donc, c'est le laboratoire de cette semaine. Il n'est pas tellement long, je vous fournis le code. Ce que je vous demande, c'est de le faire fonctionner. Donc, c'est le laboratoire de cette semaine. On va passer à la partie suivante. Bon, pour la deuxième partie, nous allons parler de la version mobile. Si vous regardez dans votre projet, il y a un 2 points bonus pour les équipes qui vont faire une partie mobile. Donc, pour la partie mobile, je ne vais pas y aller selon la tradition, parce qu'il y a plusieurs templates que vous pouvez télécharger qui vont déjà avoir une version mobile. Je ne parle pas de la version mobile avec le petit menu en haut à gauche qui nous permet de voir sur un appareil mobile. Je parle vraiment d'une deuxième version des pages web qui serait adaptée pour une partie mobile. Donc, dans ma partie mobile, j'ai fait des notes de cours là-dessus. Et encore une fois, je vais vous fournir les notes de cours qui sont disponibles sur Léa. Puis le code que je vais voir pendant la démonstration, ben, vous allez l'avoir aussi disponible dans les notes de cours. Donc, pour la conception d'un site web mobile, une première des choses qu'on peut faire, c'est détecter le type de navigateur. Donc, en PHP, on a une variable d'environnement, $server, HTTP User Agent, qui nous permet de détecter le navigateur qui fait une demande à notre serveur web.
Donc, avec cette requête-là, pas cette requête-là, mais avec cette variable d'environnement-là, on peut aller voir quel navigateur nous fait une demande. En fonction du navigateur qui nous fait une demande, on peut définir si ça vient d'un téléphone cellulaire, si c'est un mobile, si c'est une tablette ou si c'est un ordinateur. OK? Donc, je ne vais pas réécrire quand même tout le monde là-dessus. Il existe sur Internet un fichier PHP qui va faire le travail pour nous autres. Donc, j'ai mis quelques extraits du fichier PHP qui nous permet de voir si c'est une version mobile. Donc, j'ai une première page qui s'appelle index.php, qui serait, exemple, ma page d'accueil, qui fait en sorte qu'il va vérifier, qu'il va appeler la fonction si c'est un mobile. Si c'est un mobile, on va faire afficher une page spécialement pour les mobiles. Si ce n'est pas un mobile, on va faire afficher une page pour les ordinateurs, donc plus haute résolution. Donc, si on regarde mon petit fichier de base, je vais faire un include de mobile.php. J'avoue, ce n'est pas moi qui ai écrit la page mobile.php. Si ça vous intéresse, allez fouiller sur Internet. Vous allez trouver des pages mobile.php qui sont mises à jour régulièrement en fonction des nouveaux navigateurs, en fonction des nouveaux appareils qui sont disponibles sur le marché. Donc, il faut mettre cette petite page-là à jour de temps en temps en fonction des nouveaux appareils sur le marché. Donc, la page mobile.php, ce n'est pas moi qui l'ai programmée. J'ai été la chercher sur Internet. Par contre, ce qui va suivre, je vérifie avec une variable is, je regarde si is mobile. J'appelle la fonction mobile qui vient de ma page mobile. Donc, ce petit fichier-là, mobile.php, va aller vérifier la variable d'environnement pour voir quel navigateur. Il va me retourner si c'est un mobile ou pas. Si c'est un mobile, je rentre ici, je fais un écho, je redirige, ça c'est une redirection HTML, vers ma page. Ça c'était sur le cégep, l'ancien site du cégep du département d'informatique. Je redirigeais vers ma page portable.html. Si ce n'est pas un mobile, encore une fois, je faisais une redirection. J'envoyais vers ma page menu.html, qui était pour l'ordinateur, avec un temps d'attente de 0 secondes. Donc, l'utilisateur ne voyait rien. Si c'était un mobile, j'avais une page spéciale pour les mobiles. Si ce n'était pas un mobile, j'avais une page pour les ordinateurs. Donc, les sites web qui ont été faits et qui ont assez de ressources pour les programmeurs pour faire une version mobile et une version non mobile. Donc, c'est le principe. Dans ma page mobile, regardez, cette petite page-là n'est pas vraiment compliquée. Il n'y a même pas de PHP, là, c'est juste ce petit bout de code-là. Donc, ça, vous l'avez dans les notes de cours, vous pouvez le faire. Pour ce qui est de la page mobile.php, qui est celle que j'ai été chercher sur Internet, je ne l'ai pas imprimée au complet. Donc, je l'ai mis dans les notes de cours, mais vous pouvez aller vous en chercher une différente sur Internet. Donc, tout ce qu'il faut, c'est comprendre un petit peu ce que fait la page mobile. C'est qu'avec la variable d'environnement de PHP, donc c'est un fichier PHP, donc ça doit être installé sur un serveur PHP. Donc, il va aller chercher la version du navigateur. Puis là, après ça, il y a un gros switch case qui vérifie. Si à l'intérieur, il y a le mot iPad, donc tu sais que ça vient d'un ordinateur Apple. Après ça, il va vérifier si c'est un Apple iPad. Après ça, il va vérifier ici, à un autre endroit, si c'est marqué iPhone dans le navigateur. Ensuite de ça, il va vérifier un paquet de chaînes de caractères. Comme ça, c'est un gros switch case qu'il va aller vérifier. Par exemple, il va aller vérifier ici s'il y a Android, s'il y a Opera Mini, etc. Donc, il va aller vérifier là, un paquet de chaînes de caractères pour définir si la requête a été faite d'un mobile ou a été faite d'un ordinateur. Puis à la fin de tout, il va retourner si c'est un mobile ou pas. True ou bien false si c'est un mobile ou pas. Donc, je ne vous demande pas de comprendre le code. Il n'est pas très compliqué, il est juste très long le code qui est là. J'ai mis des petits points à un moment donné parce que j'ai marqué ici beaucoup d'autres codes. Donc, c'était plusieurs centaines de lignes de code pour vérifier quel type d'appareil nous faisait une demande. Il va retourner vrai si c'est un mobile, faux si ce n'est pas un mobile, puis on fait une redirection en fonction si c'est un mobile ou pas un mobile. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Je vais vous faire la démonstration de l'ancienne page du département d'informatique qui permettait de voir si c'était un mobile ou pas. Donc, je pense que dans mes notes de cours, j'ai mis un lien vers le vieux site informatique du département. Donc, ce site-là, j'ai exactement ce code-là. Si c'est un mobile qui l'appelle,
ben, ça va tout simplement être une page de mobile. Sinon, ça va être une page d'ordinateur. Donc, si je clique sur « Vieux site informatique », regardez ce qui va se passer. Il m'amène vers la vieille page du département d'informatique qui était une page pour ordinateur. Par contre, là, ce que je vais faire, je vais vous montrer sur mon téléphone ce que ça va donner comme résultat qui va être un petit peu différent. Donc, sur mon téléphone, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la même page. Je l'ai mis dans mes raccourcis. Excusez. Je vais aller vers l'ancienne page du département. Ici. Vous allez voir le résultat qui va apparaître. Regardez, la page qui apparaît, ce n'est pas la même page qu'on a vue dans mon navigateur, sur l'ordinateur. Donc, c'est vraiment une page qui est spécialisée pour les mobiles, avec des gros icônes. Puis, je peux faire défiler la page comme ça, avec un gros lettrage, facile à cliquer avec un doigt. Donc, c'est une page vraiment qui est différente selon la version. J'ai mis un petit lien ici pour aller vers la version ordinateur. Les navigateurs, souvent, permettent de faire ça, mais moi, j'ai un petit lien ici. Donc, si je veux aller vers la version ordinateur, j'ai juste à cliquer ici sur l'ordinateur. Et regardez, je vois apparaître la version ordinateur dans mon téléphone cellulaire. Ce n'est pas exactement la même version. Donc, qui est différente. C'est écrit plus petit. C'est plus difficile à voir, même si la résolution de mon téléphone a quand même bien de l'allure. Donc, vous voyez ici qu'il y a une version différente selon que ça vient d'un mobile ou selon que ça vient d'un ordinateur. Vous pouvez le tester, si vous voulez, avec votre propre téléphone pour voir ce que ça donne comme résultat. Je vais repasser à mon ordinateur. Donc, sur mon ordinateur, ici, on voit la version ordinateur, mais j'avais quand même mis l'option avec le petit ordinateur puis le petit téléphone cellulaire de passer à la version mobile. Regardez bien la différence entre la version ordinateur et la version mobile. La version mobile, regardez, c'est écrit beaucoup plus gros comme ça. Puis c'est fait un peu pour le mode paysage, plutôt le mode portrait, donc fait sur le long avec des gros mots. Donc, on imagine que la personne, avec ses gros doigts, peut venir appuyer sur les boutons plus facilement. Donc, au lieu d'avoir des animations, souvent, on va avoir des gros boutons comme ça. Donc, ça, c'était pour la version mobile versus la version ordinateur. Dans votre projet, si vous décidez de faire une petite version, au moins une page d'accueil de version mobile, bien, vous allez avoir un 2 points supplémentaires dans votre projet. Donc, ce n'est pas obligatoire. Vous ne perdrez pas de points si vous ne le faites pas. Mais si vous en avez fait une, vous allez avoir un petit 2 points supplémentaires. Dans mes notes de cours, je retourne dans mes notes de cours. Dans mes notes de cours, ici, on va vous parler d'une autre possibilité. Donc, si je reviens dans la version mobile, dans la deuxième section, on va vous parler de détecter la résolution du navigateur. Donc, c'est possible d'aller détecter la résolution du navigateur. Ça, j'ai fait ça avec des collègues au département d'informatique qui avaient des téléphones qui étaient vraiment, qui pensaient qu'ils étaient de très haute résolution. Les téléphones étaient effectivement très haute résolution, mais le navigateur web, lui, des fois, n'est pas aussi haute résolution que leur appareil mobile. Donc, j'ai utilisé un petit script. Ça, par contre, ce n'est pas du PHP. Ici, c'est du JavaScript. C'est un petit script que j'ai été chercher sur Internet qui nous permet d'aller chercher la résolution du navigateur qui nous demande une page web. Donc, ça se fait ici en JavaScript. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre le langage qui est là, parce que dans notre cours, ce n'est pas un cours de JavaScript. Mais c'est quand même intéressant. Je vous donne le code si jamais vous voulez l'utiliser. Dans mon code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié si jamais la largeur de la page était plus grande que 1000 et puis la hauteur plus grande que 700 pixels, je marque « Wow, grande résolution » puis je fais apparaître mon image de Grievous. Sinon, si la largeur est plus grande que 800 pixels et la hauteur plus grande que 600 pixels, je marque « Résolution moyenne » puis je fais apparaître une image de Boba Fett. Puis j'ai un « else » à la fin. Je marque tout simplement, si ce n'est pas ces deux cas-là, je marque « Basse résolution », j'ai mal aux yeux, puis je fais apparaître un petit R2D2. Donc, on va faire, ceux qui veulent le faire à la maison, vous pouvez le faire, prendre soit votre ordinateur, ou soit votre téléphone, ou votre tablette, puis tester. Donc, on va aller sur un lien. On va aller voir si jamais, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Sur mon serveur, j'ai mis cette petite page-là. Donc, j'ai mis le lien dans mes notes de cours. Donc, j'ai un lien ici vers mon serveur pour voir la résolution. Je vais commencer par le faire avec l'ordinateur. Après ça, je vais le faire avec le téléphone. Vous pouvez le faire à la maison. Cliquez sur le lien résolution pour voir la résolution
de votre navigateur. Je répète, ce n'est pas la résolution de l'ordinateur, de l'écran et de la carte vidéo. C'est la résolution du navigateur. Donc, il y a une différence entre les deux. Des fois, on pense qu'on a une super haute résolution, mais le navigateur en a une moins bonne. Donc, si je clique là-dessus, dans mon Firefox, regardez, il se connecte au serveur, puis il me dit « Wow, grande résolution, largeur 1536 par hauteur 864 ». Donc, il a été chercher la résolution ici. Regardez, il l'a passé en paramètre dans ma barre d'adresse en haut. Donc, vous voyez la résolution apparaître en haut. Puis, on voit ici la largeur de ma résolution de mon navigateur ici. Perfect. Là, je vais aller voir, je vais vous faire une démo sur mon téléphone, ce que ça donne. Donc, je sais qu'on ne voit pas très bien, mais je vais aller dans mes raccourcis encore une fois, dans mes favoris. J'en ai un qui doit être résolution. OK. Là, c'est vraiment petit. S'il y en a qui sont capables de voir ce que ça m'a donné, regardez. Perfect. Ça me donne ici largeur de 300 pixels, 360 pixels par hauteur de 640. C'est marqué basse résolution, j'ai mal aux yeux. Puis on voit le petit R2D2 apparaître. Donc, vous voyez vraiment là, la largeur 360 pixels par 640 pixels de hauteur. Donc, tout dépendant si je mets mon appareil comme ça, pour changer la résolution comme ça. Fait qu'il m'a donné cette résolution-là quand j'ai appuyé sur mon lien. Donc, sur mon téléphone, même si j'ai quand même une assez bonne résolution, c'est allé dans mon code pour me dire que j'ai une basse résolution, puis ça me donne la résolution de mon navigateur dans mon téléphone ici. Donc, vous voyez vraiment la différence entre les deux. Donc, je retourne à la version ordinateur. Donc, vous voyez qu'on peut tricher. Par contre, ici, là, je pourrais tout simplement, étant donné que c'est du JavaScript, ce n'est pas très sécurisé. C'est directement sur le navigateur. Je pourrais mettre ici, par exemple, 400 pixels, tricher et envoyer des fausses données. 400 pixels par 200 pixels dans ma barre d'adresse en haut. Puis là, il va penser que c'est une mauvaise résolution. Regardez, il me met le petit R2D2, puis il dit basse résolution, j'ai mal aux yeux. What? Étant donné que c'est du JavaScript, regardez, je peux tricher un petit peu côté client, puis envoyer des mauvaises données au serveur. Donc, ce n'est pas très sécuritaire, mais ça vous donne une idée, par exemple, si votre appareil est haute résolution ou basse résolution. C'est une partie JavaScript. Je vais aller terminer mes notes de cours sur la partie mobile. Dans la partie mobile, on vous dit quand vous voulez concevoir un site web pour mobile, ce qui est important, c'est de simplifier les écrans au possible. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de complications, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'écriture, le moins d'écriture possible. Utilisez des boutons et non des textes soulignés. Incitez à appuyer. Supprimez les informations, les paragraphes non pertinents de votre site mobile. Pensez à votre site mobile comme une galerie de contenu pour géants. Très important pour géants ici. Et soyez créatifs sur la manière dont les utilisateurs se déplacent dans la galerie. N'oubliez pas les contrastes. Évitez l'utilisation excessive de couleurs et de thèmes de couleurs. Des libellés clairs et efficaces. Quand un utilisateur appuie à un endroit, envisagez l'aspect visuel pour confirmer l'action. Parce qu'il y en a qui ont des gros doigts, comme moi. Puis quand ils utilisent un appareil mobile, bien, des fois, ils viennent pour cliquer sur un lien, puis leur doigt est tellement gros ou la perception n'est pas la même, ça va cliquer à côté. C'est marqué utiliser des boutons, des objets, des icônes pour les liens plutôt que des textes. Donc, j'avais trouvé un vieil exemple d'un film qui était passé où il y avait une version mobile. C'est Megamind. Si vous regardez la version Megamind, au lieu d'avoir des textes soulignés, c'est des gros boutons qui sont sur l'appareil mobile. Vous avez des gros boutons ici. Donc, avec vos doigts, vous imaginez comme si vous étiez un géant qui vient appuyer sur un écran d'ordinateur. Votre doigt est beaucoup plus gros quand vous manipulez un écran de cellulaire, par exemple, que si vous utilisez une souris dans un écran d'ordinateur qui est beaucoup plus précise. Tandis qu'un doigt, c'est gros. C'est comme si on était un géant qui vient cliquer sur l'appareil mobile. Donc, c'est une façon d'y penser. Il y a des gens qui vont concevoir des versions mobiles comme ça. Donc, si vous allez sur un site web, par exemple, si vous arrivez de l'ordinateur, vous allez avoir une version. Si vous arrivez sur un mobile, vous allez avoir une autre version. Donc, ils sont faits par des graphismes souvent. Ces graphistes-là vont concevoir la version mobile comme si on allait cliquer avec des gros doigts puis que ça soit facile à utiliser. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour la version mobile. On va passer à la troisième partie. Pour la troisième partie,
Nous allons parler du paiement en ligne. C'est quelque chose de très pointilleux. On se pose souvent la question, ouais, Mers, on n'est pas très bon peut-être en programmation web, tout ça, puis faire le paiement en ligne, ça va être un peu compliqué. Ça peut être compliqué ou ça peut être simple, OK? Une partie qui serait un peu compliquée, ce serait de nous autres mêmes programmer un formulaire qui permettrait d'entrer le numéro de carte de crédit avec son petit numéro, etc., la date de péremption, puis etc. Ça pourrait être un peu ardu au niveau de notre programmation parce que si le serveur n'est pas sécurisé, puis si les gens ne nous font pas confiance pour le paiement en ligne, ça pourrait être assez difficile de faire ça, de leur demander, puis ensuite faire le paiement par nous autres mêmes. Il existe évidemment pour les vraies entreprises qui veulent faire du paiement en ligne, faire affaire avec votre institution bancaire. Mettons, vous êtes avec Desjardins, vous êtes avec la Banque TD ou peu importe, Banque nationale. Vous pouvez faire affaire avec votre institution bancaire. Eux autres vont vous fournir pour votre entreprise le code nécessaire pour insérer dans votre site web de paiement en ligne pour faire le paiement sécurisé avec leur entreprise. Par contre, je me suis renseigné, puis souvent, ça coûte plusieurs milliers de dollars. Pour, par exemple, faire affaire avec Desjardins, pour la partie entreprise, ils vont vous aider à faire la partie paiement en ligne pour que ça rentre directement, l'argent rentre directement dans votre compte. Mais la plupart des institutions bancaires ou la Caisse populaire vont vous aider avec ça, mais c'est des milliers de dollars par année que vous allez devoir débourser pour faire la partie commerce électronique, c'est-à-dire le paiement en ligne sur votre site web. Donc, à ce moment-là, dans le cadre d'un cours, là, c'est plus difficile de faire un exemple avec une grande institution bancaire. On n'a pas les moyens de payer ça juste pour faire des petites démos. Donc, la version la plus facile que j'ai trouvée, qui est à peu près gratuite, c'est tout simplement de s'ouvrir un compte PayPal. Un compte PayPal, ça va vous permettre de faire des paiements en ligne de façon sécurisée en ajoutant tout simplement un petit peu de code dans votre code, dans vos pages web à vous. Puis, vous faites un copier-coller, vous allez changer une ou deux lignes, puis ça va vous permettre d'être redirigé vers PayPal avec le montant qui est à payer. Vous pouvez même ajouter les taxes si vous le voulez, un montant pour le transport si vous voulez. Puis, si vous ouvrez un compte PayPal pour les développeurs web, vous allez pouvoir aussi faire des tests avec de la fausse argent. Ils vont comme vous fournir de la fausse argent pour faire des tests sur votre site web. Donc, dans le cadre du cours, je ne vous demande pas de vous ouvrir un compte PayPal pour développeurs web, mais au moins, au minimum, faire ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans les notes de cours, dans la partie paiement, vous allez avoir un petit document Word. Il n'y a pas grand-chose. Vous avez la même chose dans les fichiers texte. Mais tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de PayPal. Il y a un endroit sur le site de PayPal qui nous permet de se créer des boutons PayPal avec les petits icônes selon que vous faites payer en français, en américain ou en canadien, avec les cartes de crédit des différents pays. Puis à ce moment-là, vous allez copier-coller le code que PayPal va vous fournir selon les boutons que vous avez choisis. Vous allez coller ça dans votre site web. On va l'adapter à notre PHP. Puis à ce moment-là, quand vous allez décider de payer, vous allez appuyer sur le bouton « Acheter ». Puis ça va retourner vers le site de PayPal qui, lui, est sécurisé. Puis la plupart des gens font confiance à un site comme PayPal pour payer en ligne. Donc, vous pouvez payer avec votre carte de crédit sur le site de PayPal. Puis à ce moment-là, ça va être enregistré dans votre compte à vous autres. Donc, je vais vous montrer un exemple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site de PayPal. Je me suis créé des petits boutons pour insérer dans une petite page web, comme je fais d'habitude, là, au minimum, une page toute blanche avec juste des petits boutons. J'ai fait deux méthodes. La première méthode avec un list box où tu choisis ce que tu veux acheter, c'est tout. Puis une deuxième méthode où on va envoyer pas, par exemple, ce qu'on a choisi dans un list box, mais mettons, la personne remplit un panier, il va avoir un montant final. On va envoyer le montant à PayPal de ce que la personne doit payer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été sur le site de PayPal, je me suis créé un petit bouton. Donc, je l'ai mis dans les notes de cours ici. La plupart du temps, à chaque année, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont copier mes boutons, puis ils vont les mettre dans leur code, puis ça devrait fonctionner. On va faire un test par la suite. Le premier bouton, c'est le petit bouton avec le list box. Donc, si vous voyez le bouton, dans le fond, c'est un formulaire forme qui se termine par un /form à la fin, ici. Puis à l'intérieur, tout ce qu'il y a, donc, c'est des champs cachés, des champs hidden. Maintenant, vous connaissez ça parce qu'on a vu ça dans notre cours en PHP. Un paquet de champs cachés qui vont contenir des informations. Entre autres, ici, j'ai entré mon adresse courriel qui va m'amener vers mon compte PayPal pour envoyer l'argent dans mon compte. Donc, si vous copiez ce code-là, faites attention, si vous faites des tests, vous allez m'envoyer de l'argent à moi dans mon compte.
Ça ne me dérange pas. Si vous voulez m'envoyer de l'argent, vous pouvez le faire. Mais vous pourriez remplacer ça, par exemple, ici, par votre adresse de compte PayPal, si vous en avez un. OK? Puis après ça, il y a le contenu, par exemple, les popsicles. Si vous avez un numéro d'inventaire, vous pouvez l'insérer ici. Après ça, j'ai le contenu des valeurs. Après ça, j'ai mis dans un list box, tout simplement le Pops Sushi, Pops Orange, Pops Bleuet, avec un montant à côté. Puis ensuite de ça, j'ai des champs cachés qui contiennent le montant puis ce que la personne a choisi. C'est tout. Puis ça, c'est pas moi qui l'ai programmé. J'ai tout simplement fait un copier-coller du bouton qui a été créé sur PayPal. Donc, si on regarde ce que ça donne comme résultat, ça va me donner ici, je vais l'agrandir un petit peu, ça va me donner tout simplement, c'est marqué saveur. Bonjour, achetez mes bons popsicles avec un list box avec mes 3 bâtons de popsicles, puis un petit bouton acheter. Ça, je l'ai fait avec la version française de France. Après ça, j'ai fait un autre bout ici où j'entre un montant, parce que, mettons, c'est le montant de mon panier. Je vais aller vers une deuxième page qui, elle, va envoyer mon montant total à PayPal. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, l'autre bouton avec PHP, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai codé tout ce code-là. J'ai été sur PayPal, j'ai été créer un bouton qui envoie un montant, puis qui va me ramener vers PayPal. Donc, ce bouton-là, par contre, je suis obligé d'insérer du code PHP. Donc, vous voyez ici, dans mon code, là, ça, c'est le code que j'ai copié-collé de PayPal. C'est mon adresse de mon compte PayPal qui est ici. Là, c'est en canadien. Le montant avec un numéro d'inventaire. Ensuite de ça, regardez, j'ai vraiment inséré ici du code PHP qui va contenir ma variable signe de dollar montant qui va contenir tout simplement le montant que je vais envoyer à PayPal. Donc, si j'ai rempli un panier, puis j'ai acheté 3 articles, puis ça me coûte 225 si signe de dollar montant contient 225 c'est ce qui va être envoyé à PayPal. Ensuite de ça, c'est ça, il y a d'autres éléments du bouton. Donc, ça me donne un autre genre de petit bouton qui va envoyer, par exemple, ici, 22 à PayPal, qui va me demander de le payer. Donc, j'y vais avec la démo. Je vais aller vous montrer vraiment là, dans ma machine virtuelle pour commencer ce que ça a l'air. C'est vraiment pas compliqué. Là. C'est quasiment un copier-coller. Il y a peut-être 2-3 petites choses à aller changer dans le code, mais pas plus compliqué que ça. Donc, si on regarde ici, dans ma machine virtuelle, je me suis créé un dossier paiement. Dans mon dossier paiement, j'ai tout simplement un premier fichier, un deuxième fichier. J'ai mis les boutons là-dedans. Donc, mon premier fichier paiement, c'est juste un fichier HTML. Il n'y a vraiment pas de code PHP là-dedans. Il y a le premier bouton avec les popsicles, comme je vous ai montré dans mes notes de cours ici. Popsicle au sushi, popsicle à l'orange, popsicle au bleuet. Puis en haut, remarquez ici, j'ai tout simplement ici mon nom de compte PayPal pour m'envoyer l'argent. Puis ensuite de ça, ici, c'est en français de France, celui-là. Mon deuxième élément, je me suis mis un petit formulaire dans lequel je vais rentrer un autre montant, puis qui appelle une page paiement 2. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Première méthode, très simple, copier-coller ou presque, puis ça fonctionne, mais sauf que je ne peux pas mettre le montant que je veux. Je peux mettre le montant dans un list box. Deuxième méthode, je vais retourner ici. On va ouvrir le fichier paiement 2. Paiement 2, ça, c'est l'autre bouton que je vous ai montré dans mes notes de cours. Dans celui-là, remarquez, il y a un petit peu de code PHP. Donc, c'est un petit peu le même type avec des champs hidden qui sont cachés. Vous connaissez le PHP maintenant. Ensuite de ça, tout ce que j'ai fait, c'est qu'à l'endroit où j'insère le montant, j'ai ouvert une balise PHP. J'ai fermé ma valise PHP. Puis ensuite de ça, j'ai fait un écho. Faites attention des notes de cours, on ne voit pas le écho. C'est important, très important de mettre le écho pour envoyer à ma page, dans le fond, le montant que je veux payer. Donc ça vient d'une variable. Donc, imaginez que j'ai rempli un panier. Je vais mettre le montant total ici dans ma variable montant. Puis ensuite de ça, quand la personne va appuyer sur le bouton, ça va appeler une page PayPal pour faire le paiement en ligne. Donc, je vais sortir de ma machine virtuelle pour aller vous faire la démo directement sur le serveur web que j'utilise. Donc, ici, regardez. Si j'ai ma page de paiement, ma première page de paiement, où je peux, par exemple, avec un list box, choisir le Pops au sushi à l'orange ou au bleuet. Mettons, je choisis le popsicle au sushi, 2 canadiens. Je clique sur « Acheter ». Il va me renvoyer, regardez, vers une page sécurisée
un lien HTTPS de PayPal qui me permet d'aller payer. Donc là, j'ai mon compte ici. Je vais cliquer sur Connexion. Ah, ça me prend mon mot de passe. A few moments later. Mon mot de passe qui est ici. Connexion. Connexion sécurisée en cours. Regardez, mon Popsicle qui me coûte 2 $ canadiens. Donc, il me redirige vers PayPal. Maintenant, je pourrais payer avec mon numéro de carte de crédit qui est enregistré, etc. Donc, je pourrais facilement payer. Dans le cadre du projet, je ne vous demande pas d'en faire plus que ça. Tout simplement copier du code, le mettre, puis se rendre jusque-là. Je ne vous demande pas d'aller jusqu'au paiement. Pour aller jusqu'au paiement, à moins que vous voulez m'envoyer de la vraie argent, pour aller jusqu'au paiement, il faudrait se créer un compte développeur web. Puis à ce moment-là, on pourrait faire des essais comme ça, avec de la fausse argent, pour tester notre site web. Avec un compte développeur web aussi, on peut demander à PayPal qu'il nous retourne une variable si le paiement a fonctionné pour qu'on puisse afficher quelque chose à l'utilisateur. Puis si le paiement n'a pas fonctionné, dire à l'utilisateur que le paiement n'a pas fonctionné. Donc, si je reviens en arrière, OK, si je reviens en arrière, je vais aller utiliser mon deuxième mode de paiement qui va être plus adapté probablement. Qui va être plus adapté à votre projet web avec un panier. Mettons ici, je décide de payer un montant de 220 $. Je vais cliquer sur Payer. Ça, c'est une page à moi. Il va m'amener vers une autre page. Ça, c'est le bouton que j'ai été chercher sur PayPal. Donc, lui, ce n'est pas un list box. C'est un montant fixe. 220 $. Je clique sur Acheter. Il me redirige vers PayPal. Les gens, habituellement, ont confiance. Donc, je peux cliquer sur Suivant. Bon, je recommence mon exemple. J'ai eu un petit problème de confirmation de mon compte PayPal. Donc, on recommence mon exemple. Je rentre un montant de 220 $. Je clique tout simplement sur Acheter. S'il n'y a pas encore un problème de... Bon, ça me ramène sur le site de PayPal. Regardez, j'ai un montant de 220 $ à payer. Regardez, 220 $ canadiens avec un montant total. J'aurais pu lui passer dans les champs Hayden un montant de taxe si j'aurais voulu, un montant de livraison. Puis, j'ai ma carte de crédit dans mon compte qui apparaît ici. Donc, je peux cliquer sur Payer. Je pourrais m'envoyer 220 $ dans mon compte. Bon, ça pourrait se faire comme ça, de cette façon-là. Donc, je ne vous demande pas d'aller plus loin dans le projet web. Donc, ça, c'était la partie paiement en ligne avec PayPal. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, c'est qu'il y a d'autres, par exemple, si vous utilisez CakePHP pour faire votre site web, CakePHP, il y a une équipe qui a utilisé ça en 2014 qui permettait vraiment de faire un paiement en ligne avec CakePHP. Il y a un module qui permet d'entrer dans une petite fenêtre votre numéro de carte de crédit, votre NIP, etc. pour faire le paiement en ligne. Sauf que je me posais la question, si vous allez sur un site web, puis il y a une petite fenêtre qui apparaît, puis c'est un site web d'une PME, puis on vous demande votre numéro de carte de crédit. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, je l'avoue. J'ai déjà acheté quelque chose en ligne à un endroit, je n'ai jamais reçu le produit, puis je n'ai jamais été capable de faire autre chose. Donc, j'ai perdu mon argent. Par contre, si on arrive sur un site comme PayPal, on a une garantie. Donc, c'est à vous autres de voir, là, si vous voulez programmer vous autres même la façon de payer. Je me souviens, il y a une équipe qui avait permis de payer de façon différente. Là. Donc, c'est possible de le faire aussi. Mais mettons, si vous ne voulez pas vous casser bien la tête, la façon PayPal, vous pouvez copier-coller mon code ou tout simplement aller vous créer des boutons sur le site de PayPal. C'est assez facile à faire. Puis après ça, vous faites un copier-coller. Vous remplacez, exemple, le montant ici par du PHP. Je vais en profiter pour ajouter mon écho qui est là. Puis c'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ça, c'était pour la troisième partie. Il y a une petite quatrième partie où je fais je vais vous expliquer un petit peu là, pour le projet les choses que vous pouvez utiliser. Bon, pour la dernière partie du cours, ben, vous regarderez dans les notes de cours, j'ai mis un paquet de petites informations là, qui pourraient vous aider pour votre projet. Entre autres, je vais commencer par la dernière qui est ici, c'est un fichier texte. On vous indique tout simplement que ça pourrait être vraiment cool que sur votre machine virtuelle à la maison, peut-être d'installer PHPMyAdmin. Ça pourrait être le fun pour gérer vos bases de données. Au lieu de toujours aller en mode terminal puis travailler directement en mode terminal, s'il y en a qui sont un peu visuels comme moi, ben, je vous encourage fortement à vous installer PHPMyAdmin sur votre machine en local si vous décidez de travailler en local.
Donc, je n'insiste pas là-dessus, plus qu'il faut là-dessus. Webmin, ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Ensuite de ça, choisir, par exemple, un éditeur PHP. Donc, pour travailler, j'ai mis un petit fichier texte. Ben, je vous suggère fortement, si vous travaillez à la maison, ça serait le fun peut-être d'avoir un éditeur qui a de l'allure. Donc, vous pouvez aller chercher Visual Code Studio, qui va vous permettre de travailler dans un environnement avec le code coloré. Ça va être un petit peu plus facile peut-être pour travailler dans votre projet web. Quand vous allez faire des erreurs de frappe ou quelque chose comme ça, ben, tout de suite, ça va vous l'indiquer. Donc, vous allez perdre un petit peu moins de temps. Puis il y en a, on le sait que des fois, on perd la patience quand notre code ne fonctionne pas, on a de la misère à trouver c'est quoi les problèmes. Je vous rappelle que je suis là pour vous aider si jamais vous avez des problèmes de code. Mais sinon, il y en a un autre qui s'appelle JetBrains de PHP Storm. Vous avez un temps d'essai de 30 jours gratuit, c'est suffisant pour faire votre projet web. Donc sinon, vous pouvez avoir Visual Code Studio, qui est très utile, que vous pouvez avoir sous Linux, que vous pouvez avoir aussi sous Windows, pour travailler votre code PHP. Donc, c'est tout simplement une suggestion. Ce n'est pas des questions d'examen. Ensuite de ça, choisir un template ou un modèle de conception en français. Donc, il existe plusieurs modèles de conception, des templates qui sont disponibles sur Internet. Si ça ne vous tente pas de faire du Photoshop ou de faire de la présentation, ben, je vous encourage à le faire. Inquiétez-vous pas. On m'a posé des questions là-dessus. Est-ce que c'est possible d'aller chercher un modèle de conception sur le web? Les logos sont déjà tous faits, la page d'accueil est déjà toute faite, il y a un paquet de choses qui sont toutes faites. Il y a même des templates qui sont faits avec un panier virtuel. Sauf que, attendez-vous à devoir travailler peut-être 1 ou 2 semaines pour comprendre l'espèce de modèle de conception, le template que vous allez chercher sur Internet. Il y en a souvent aussi qui vont aller sur le site de Bootstrap pour aller chercher. Il y en a qui sont gratuits. Donc, vous pouvez aller sur Bootstrap, aller vous chercher un template gratuit. Il y en a même qui sont faits pour le commerce électronique, sauf que le panier, souvent, il faut aller faire la programmation PHP qu'il y a derrière. Mais vous avez quand même le visuel qui est là. Si ça ne vous tente pas pour votre projet de faire du visuel, vous pouvez facilement, je vous encourage à le faire, sauf qu'il faut s'attendre à essayer de travailler un petit peu avec le template. Puis beaucoup d'équipes, souvent, ont eu la surprise parce qu'il y avait un template qui était super beau, mais le CSS, lui, est en ligne. Donc, il ne pouvait comme pas changer le CSS. Donc, si jamais vous avez des problèmes de CSS, peut-être pensez que le CSS de votre template, de votre modèle de conception, que vous allez avoir été chercher sur Internet, ça se peut que le lien soit sur un autre site web. Le template ne soit pas en local, le template soit à l'externe. À ce moment-là, il faut copier le template en local puis changer le lien vers le CSS. Si jamais vous avez eu des problèmes techniques comme ça, là, vous pouvez m'en faire part. Je vais vous aider. Puis, je vous encourage, si vous voulez aller chercher un template parce que vous ne voulez pas passer 2 semaines à faire de la conception, puis vous n'aimez pas ça, faire du Photoshop ou des choses comme ça pour un site web, ben, vous pouvez aller chercher vraiment un modèle de conception. Il y en a plein qui sont gratuits en ligne. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, ça va être à vous autres de configurer et ensuite de programmer les pages que vous avez besoin pour le projet derrière votre modèle de conception, c'est-à-dire derrière votre template. Vous allez chercher un bootstrap, c'est le fun, mais après ça, vous allez avoir quand même du travail à faire, des pages web à programmer en PHP derrière ça. Donc, si jamais vous avez des questions, je vais être disponible sur les heures de laboratoire comme à l'habitude. N'hésitez pas à venir me rencontrer sur Teams pour me poser des questions. Ça, c'était toute la théorie de cette semaine. Donc, vous avez un nouveau laboratoire qui va être disponible dans les notes de cours, mais je vous inciterai fortement à commencer à travailler sur votre projet. Envoyez-moi, s'il vous plaît, votre feuille pour dire c'est quoi les équipes pour que je crée votre compte sur le serveur, que vous puissiez commencer à travailler sur votre projet pour le reste de la session. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à venir me voir sur les heures de laboratoire sur Teams. Bonne fin de journée à tous. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.